Bonjour tout le monde et bienvenue à ODC TV. Aujourd'hui, nous parlerons de rébellion, de Maskirovka, de stratégie, mais surtout de faits, de la manière la plus objective possible. En effet, vendredi dernier, Yevgeny Prigojine a entamé une rébellion contre l'état-major russe à travers une prétendue marche sur Moscou, fort de ses milliers de combattants et de plusieurs centaines de véhicules blindés et de chars. Les miliciens de Wagner sont en apparence rentrés comme dans du beurre, sans rencontrer aucune résistance. De quoi faire dire à certains qu'il s'agit probablement d'une opération coordonnée avec le Kremlin afin de camoufler les objectifs stratégiques réellement visés, la fameuse Maskirovka. Un terme exotique en Occident qui donne l'apparence du sérieux et d'une maîtrise des doctrines militaires soviétiques, mais qui a été tellement galvaudé que j'éviterai d'y recourir. Car quand tout devient Maskirovka, c'est qu'au fond, réellement, peut-être rien ne l'est plus. La rébellion a désormais pris fin et les choses semblent en apparence entrer dans l'ordre. Mais les faits sont comme d'habitude têtus, il est donc temps d'essayer d'y voir plus clair malgré le peu de recul que nous avons et de faire la part des choses entre le fantasme et la réalité. Alors, le cadre de la vidéo ne va pas être formel, je vais vous parler de manière décontractée, en essayant d'apporter un nouvel éclairage par rapport aux événements qu'on a tous suivis le week-end dernier. Alors, ce que j'ai remarqué sur Internet, c'est que globalement, il y a eu deux visions qui ont dominé en termes d'interprétation. La première est celle qui voit de la Maskirovka partout, dont j'ai parlé dans l'édito, et qui part du postulat, alors qui est éventuellement corroboré par un certain nombre de faits, on le verra dans le détail, que la pseudo-rébellion de Prigojine a été coordonnée entre le Kremlin et l'état-major russe et Prigojine, qui a dû jouer le rôle du mauvais policier, du mauvais flic, tandis que l'état-major serait celui du bon flic, en simulant pendant des mois et des mois une rivalité à un bras de fer entre Shoigu et Gerasimov d'un côté et entre Prigojine de l'autre. La finalité de rendre crédible l'opération qu'on a vue le week-end dernier afin d'atteindre un objectif stratégique important qui est celui de déplacer de manière camouflée deux grands corps armés, à savoir le groupe Wagner avec 25 000 combattants mécanisés, armés, entraînés, de les déplacer de la position dans laquelle ils se trouvent actuellement, c'est-à-dire dans les environs de Bakhmout, et de les redéployer au niveau de la Biélorussie à une centaine ou à 150 km de la capitale ukrainienne, Kiev. Le but étant de détourner l'attention de l'armée ukrainienne, d'alléger un peu le poids qui pèse sur les soldats russes qui tiennent le front au niveau des lignes défensives et éventuellement d'opérer une attaque surprise sur la capitale ukrainienne. De l'autre côté, le but serait, d'après les tenants de cette lecture-là, que je ne partage pas mais que je vais tenter de défendre objectivement, également d'opérer un mouvement des troupes tchétchènes de Ramzan Kadyrov. Et de les déployer au niveau de la région de Kharkov, l'oblast de Kharkov, au niveau du nord de la ville, afin de créer une zone tampon et de faire pendre une épée de Damoclès au-dessus de la deuxième ville d'Ukraine. Alors la rébellion aurait permis de simuler une marche sur Moscou pour à la fin la détourner par un deus ex machina à travers l'intervention de Loukachenko qui acceptait généreusement d'accueillir Wagner afin d'éviter un bain de sang autour de la capitale russe. Alors, on verra dans le détail quels sont les faits qui corroborent et les faits qui infirment cette lecture-là. L'autre lecture avance l'idée qu'il s'agit d'un préambule à une guerre civile entre Russes et que voilà, le régime de Poutine, comme on dit, régime entre guillemets, dès qu'un État dérange on l'appelle régime, est en train de trembler, que c'est un géant pied d'argile, que c'est un tigre de papier, et que Prigojine n'est que le symptôme d'un craquement de plusieurs clivages qui existeraient au sein de l'élite russe et que jamais Prigojine n'aurait osé entamer une rébellion s'il n'avait pas le soutien tacite de certaines personnes haut gradées, autant au sein de l'armée russe qu'au sein du FSB et d'autres organes de sécurité. Donc on a ces deux lectures qui s'affrontent et la vérité, comme d'habitude, se trouve toujours entre les deux, dans un juste milieu. Alors, premier élément, je vais parler de la méthode. Alors, ma méthode, c'est d'articuler mon raisonnement autour de trois étapes fondamentales. La première, c'est le contexte général avec un recul historique minimal et le contexte immédiat particulier qui a rendu possible le déclenchement d'une telle opération, qu'il s'agisse du Maskirovka ou d'une rébellion réelle de Prigojine contre l'état-major russe. Le deuxième élément, c'est les déclencheurs. Alors les déclencheurs directs et les déclencheurs indirects. Alors un déclencheur ne crée pas d'événement, mais il rend possible un événement
en tant que libération des tensions qui se sont accumulées bien avant. Et donc, on va parler des différents bras de fer qui ont donné lieu à un cumul de tensions et que le déclencheur a fini par libérer. Enfin, on va parler, objectivement, là encore, des différents scénarios que j'ai évoqués tout à l'heure, en les confrontant à la question des déclencheurs et à la question du contexte. Et enfin, on va conclure avec les implications de cette rébellion-là à court, moyen et à long terme. Alors, beaucoup me demandent quelles sont mes sources pour développer mon raisonnement. Alors, premièrement, il y a les différents canaux Telegram, autant des canaux entretenus et alimentés par des soldats russes sur le terrain qui permettent une remontée d'informations directes sans passer par la médiation d'un média, que des canaux également entretenus par les soldats ukrainiens et qui nourrissent également une contre-propagande ou une propagande, ça dépend d'où on se situe, et qui permettent de donner le point de vue des troupes sur le terrain du côté ukrainien. De même, sur Telegram, on peut trouver des canaux de communication, d'analyse et d'interprétation de plusieurs correspondants de guerre, d'experts et d'analystes, autant russes que ukrainiens, que occidentaux, et qui permettent de créer un champ interprétatif à travers différents points de vue qui en même temps peuvent être opposés par rapport à un même événement, mais qui en même temps involontairement se complètent, à condition d'adopter un esprit critique dans l'usage qu'on fait de toutes ces informations-là. Alors, premièrement, le contexte. Alors, le contexte immédiat, c'est-à-dire le vendredi, le jour même de la rébellion, eh bien, c'est au cœur même de la contre-offensive ottano-kievienne qui a été entamée au début du mois de juin, mais qui n'a été officiellement admise que bien plus tard par les autorités ukrainiennes et par leurs mentors occidentaux. Alors, c'est le contexte de la contre-offensive. Chaque jour, plusieurs attaques ukrainiennes sont repoussées par les lignes de défense russes, autant par l'artillerie que par les postes avancés de l'armée russe. Et cette contre-offensive, jusqu'à présent, s'avère être un échec important, puisqu'il y a des pertes innombrables en termes de matériel, notamment au niveau du matériel occidental qui a été livré à Kiev. On a tous vu des vidéos des Léopard 2 et des Bradley, des différents transports de troupes blindés fournis par les pays occidentaux, qui ont été littéralement cramés par l'artillerie russe et par les chars russes. Sans parler des pertes humaines que l'on peut difficilement dénombrer. D'ailleurs, si on se fie aux différentes estimations, là je parle du début du conflit jusqu'à aujourd'hui, on parle à peu près de 300 000 soldats ukrainiens tués depuis le début du conflit. Alors il faut ajouter le même nombre multiplié par 3 pour avoir le nombre des blessés graves et des blessés moins graves. Donc globalement, on a à peu près 1 million de jeunes Ukrainiens, de jeunes hommes adultes mis hors combat, soit tués, soit gravement blessés. Ce qui a d'ailleurs amené le régime ukrainien à abaisser l'âge de la conscription militaire pour enrôler des troupes de plus en plus jeunes, ce qui démontre son incapacité à lever de nouvelles armées. Alors je ne parle même pas du niveau d'entraînement des nouvelles recrues, qui ont été mobilisées de plus en plus de forces, comme beaucoup de vidéos en témoignent. Mais revenons à la contre-offensive, là encore, il y a des pertes humaines extrêmement importantes. Alors il y avait même un article qui parlait de tankistes ukrainiens à bord de chars Léopard 2 allemands, qui simulaient des pannes mécaniques juste pour ne pas obéir aux ordres et ne pas attaquer des lignes de défense russes. Alors pourquoi je vous parle de la contre-offensive ottano-kievienne et quel est le lien avec la rébellion de Prigojine et de Wagner? Eh bien, premièrement, les résultats obtenus par l'armée russe, ayant démontré sa capacité à repousser les multiples attaques ottano-kieviennes tout au long du front du sud jusqu'au nord du Donbass, démontrent que, au fait, l'armée russe a graduellement connu une montée en puissance qui fait que désormais elle a atteint un stade de maturité qui indirectement est interprété par Prigojine comme un début d'inutilité de Wagner. Parce que l'armée russe n'a plus besoin de Wagner. Ce qui n'était pas tout à fait le cas au début et au milieu du conflit, au moment où Wagner permettait de pallier la lenteur de la capacité d'adaptation de l'armée russe à la guerre de haute intensité à laquelle elle a été livrée en Ukraine, notamment la maîtrise des drones, la capacité de brouillage électronique. Donc tout cela réclamait un temps d'adaptation, ce qui est le propre de toute armée au monde, c'est-à-dire même les Américains, peu importe la puissance de l'armée. Chaque conflit est unique, c'est-à-dire effectivement il y a des armées plus expérimentées que d'autres, mais les expériences des guerres précédentes ne servent que partiellement dans une nouvelle guerre. Chaque guerre est un paradigme unique et réclame un effort d'adaptation qui lui est propre. Et donc ce temps d'adaptation a été rendu possible par les troupes de Wagner, puisque premièrement, les morts et les pertes de ces derniers ne sont pas comptabilisés par l'armée russe, parce qu'au fait, il s'agit de mercenaires, d'une compagnie privée qui n'a pas de cadre juridique, même au sein de la Russie. Et puis deuxièmement,
Il s'agit d'un groupe et d'un corps militaire qui jouit d'une autonomie et donc d'une mobilité, d'une flexibilité plus à même d'épouser les impératifs de ces conflits, contrairement à l'armée russe qui a hérité d'une structure hiérarchique, rigide et verticale qui était celle de l'Union soviétique et qui réclamait une mise à niveau au niveau de la doctrine militaire et au niveau de certains ajustements pour s'adapter aux impératifs de cette guerre-là. Bon, désormais, cela étant révolu, l'armée russe a été mise à jour. Désormais, la maîtrise des drones est aujourd'hui une maîtrise absolue, autant pour corriger des tirs d'artillerie que pour le renseignement ou pour l'harcèlement des troupes ennemies à travers les mini-drones civils détournés pour en faire des lance-grenades volant en réalité. Ainsi donc, Wagner devient de fait de plus en plus inutile à l'armée russe. Mais au même moment, il atteint une taille critique qui devient problématique pour l'état-major, puisque contrairement aux soldats de l'armée russe, les combattants de Wagner sont liés par une logique contractuelle à l'état-major, mais n'ont à aucun moment prêté allégeance à l'État et au peuple russe, ce qui n'est pas le cas des soldats russes, qu'ils soient conscrits ou contractuels. Et donc, l'heure était venue au démantèlement de Wagner, ou en tout cas l'évacuation de Wagner du théâtre d'opération ukrainien. Alors, le premier élément, c'est après la bataille de Bakhmout, puisque effectivement, on a prétexté le fait que les combattants de Wagner avaient besoin d'un temps de repos après à peu près 9 mois de bataille intense, alors que c'était une manière pour l'état-major, tout simplement, de refouler et d'évacuer les troupes de Wagner du champ d'opération et de livrer l'intégralité des opérations tactiques, opératives et stratégiques à l'armée russe, qui constitue un corps homogène et fidèle et relié par un lien de hiérarchie à l'État russe. Deuxièmement, il y a la volonté de Shoigu d'affaiblir Wagner tout au long de la bataille de Bakhmout. D'ailleurs, Prigojine avait accusé pendant des mois le ministre de la Défense russe, Shoigu, de ne pas livrer suffisamment d'obus et de munitions, ce qui provoquait des pertes extrêmement importantes dans les rangs de Wagner, ce qui est probablement vrai, mais pour une raison assez tordue. C'est que premièrement, l'armée russe fournissait suffisamment d'obus et de munitions pour permettre à Wagner d'avancer et de libérer Bakhmout. Mais en même temps, elle lui livrait pas suffisamment d'obus pour récupérer le territoire rapidement. Donc le but était de permettre quand même à Wagner de gagner la bataille de Bakhmout, mais en subissant le maximum de pertes afin de sortir épuisé et exempt de la bataille de Bakhmout et de devenir une force incapable de se révolter contre l'état-major le jour où Shoigu allait imposer le démantèlement et l'intégration de tous les groupuscules au sein de l'état-major, ce qui a été décidé effectivement immédiatement après la bataille de Bakhmout par Shoigu. Donc le 1er juillet, officiellement, tous les combattants des différents mouvements, groupes ou entreprises militaires privées, qu'il s'agisse de Wagner, de Cascade ou de n'importe quel autre groupuscule présent qui pullule d'ailleurs en Ukraine, devront prêter allégeance à l'armée russe, ce qui veut dire de fait la mise à mort du groupe de Wagner en tant que corps constitué. Alors là, il s'agit du premier déclencheur, parce que la rébellion a eu lieu le vendredi dernier et que la date fatidique du 1er juillet se rapproche à grands pas. Tentons maintenant de récapituler la question du contexte. D'un côté, on a une armée russe régulière qui a connu une montée graduelle en puissance et qui fait qu'elle a aujourd'hui atteint un stade de maturité, d'expérience et d'adaptation qui fait que de fait, elle n'a plus besoin d'être épaulée par le groupe Wagner. Aujourd'hui, l'armée russe est capable de tenir tout le front, de repousser toutes les attaques otano-kieviennes, de reculer ponctuellement quand il le faut, mais principalement dans la zone grise, parce que quand on dit que l'armée ukrainienne a récupéré 7, 8 ou 10 villages, il ne s'agit pas de villages récupérés, qui auraient été contrôlés par les Russes, mais il s'agit de villages situés dans ce qu'on appelle la zone grise, c'est-à-dire cette bande contrôlée ni par l'un ni par l'autre et qui sépare les deux territoires effectivement contrôlés par l'Ukraine et par l'armée russe de l'autre côté. Deuxièmement, on a la mobilisation partielle qui avait été entamée il y a quelques mois par l'armée russe et qui a permis d'enrôler plus de 300 000 combattants, auxquels il faut ajouter à peu près 150 000 nouveaux soldats russes contractuels, en plus de quelques milliers de volontaires qui sont engagés dans le cadre du conflit en Ukraine. Donc l'armée russe désormais est non seulement capable de tenir le front, mais également elle a atteint une épaisseur stratégique. Cela fait que la percée qu'avait réussi à réaliser l'Ukraine dans la région de Kharkov il y a quelques mois relève aujourd'hui du passé. Aujourd'hui, l'épaisseur stratégique du front russe est tellement importante qu'aucune percée n'est désormais possible, à moins d'un changement radical au niveau du champ de bataille.
Troisièmement, aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis au niveau de l'état-major et au niveau du terrain pour entamer une intégration de tous ces soldats au sein des corps de l'armée russe, notamment en les diluant à travers différentes unités, afin qu'ils cessent de constituer des centres homogènes avec une proximité cognitive importante et qui pourraient devenir des pôles de rébellion et d'insurrection à l'avenir. Donc il s'agit de remettre de l'ordre là où le désordre a dominé pendant plusieurs mois. Alors maintenant, les déclencheurs. Alors, le déclencheur direct, évidemment, c'est la date fatidique du 1er juillet, qui a été décrétée par l'État russe pour obliger tous les combattants des différents groupuscules à prêter allégeance à l'armée russe. Mais il y a également les facteurs déclencheurs indirects qui ont été déduits par Prigojine à partir de l'évolution qu'a connue le théâtre d'opération et la démarche stratégique de l'armée russe en Ukraine. Bon, il y a premièrement, ça a été évoqué depuis le début, le fait que l'armée russe est désormais à jour, adaptée, capable de tenir le front et même de reprendre l'initiative au niveau de certains segments du front, mais également d'autres aspects intéressants qu'il s'agit d'analyser. Car rappelons que Shoigu n'aurait jamais pu imposer une telle décision sans l'aval de Vladimir Poutine. Or, on a vu que dans le langage prigojinien, si je puis me permettre, l'état-major est souvent attaqué avec virulence, qu'il s'agisse de Gerasimov ou de Shoigu, mais jamais le nom de Vladimir Poutine n'a été évoqué dans les propos de Prigojine. Alors effectivement, dans d'autres chaînes Telegram, des gens affiliés au mouvement Wagner ont parlé de la nécessité d'opérer un coup d'État, de prendre le pouvoir à Moscou, mais Prigojine en tant que tel, qui seul est légitime pour parler au nom de la compagnie Wagner, n'a jamais attaqué directement, ni même indirectement, Vladimir Poutine. Donc là, il s'agit d'un élément important. Mais Prigojine sait très bien que jamais Shoigu n'aurait pu imposer une telle décision s'il n'avait pas l'aval de Vladimir Poutine. Enfin, il y a le déclencheur immédiat, le casus belli, qui a enclenché la rébellion, mais auquel personne n'a réellement cru. Et là, bien entendu, je parle de la soi-disant attaque menée par l'armée russe contre le camp de Wagner. Maintenant, parlons des différents scénarios. Alors, commençons par le premier scénario, celui de la Maskhidovka. Alors, les éléments qui permettent de le corroborer, si effectivement l'État russe veut opérer un redéploiement massif de troupes et de matériel militaire sans que les satellites américains et occidentaux qui surveillent en permanence le front ne s'en rendent compte, ni l'espionnage occidental et ukrainien, et bien naturellement, il faut mettre en place un brouillard de guerre afin de camoufler ce déplacement de troupes. Alors effectivement, si l'État russe voulait opérer un redéploiement massif de ses troupes dans la perspective d'une nouvelle stratégie, notamment déplacer les troupes Wagner en Biélorussie afin de rendre possible une éventuelle attaque surprise sur la capitale ukrainienne, mais également de déplacer les troupes tchétchènes de Ramzan Kadyrov vers le nord de la région de Kharkov, eh bien une fausse rébellion serait un alibi parfait pour le faire, sachant que les satellites américains et occidentaux sont braqués sur le théâtre d'opération et pourraient déceler n'importe quel mouvement. Donc le but est de permettre à l'ennemi de déceler les mouvements, mais sans pour autant lui permettre de connaître les intentions derrière ce déplacement-là. Bon, le résultat est relativement atteint, même s'il y a encore des zones d'ombre. On verra par la suite, parce qu'on sait que Prigojine a été exfiltré ou s'est exilé, ça dépend de la lecture que l'on va adopter, en Biélorussie, mais ce n'est pas le cas des troupes de Wagner, qui vont revenir en Ukraine et puis qui vont être redispatchées au niveau des différentes unités militaires a priori. Peut-être éventuellement qu'il était accompagné de quelques centaines de combattants, enfin les plus fidèles, pour lui servir de garde rapprochée. Mais l'essentiel des troupes ne s'est pas déplacé en Biélorussie. Ça, c'est un fait avéré et vérifiable. Alors, si l'on reste toujours dans la perspective d'une Maskhidovka, d'un brouillard de guerre, d'une opération cachée à la lumière du jour, pour être un peu poète, effectivement, cela permettrait à l'État russe d'opérer effectivement un test grandeur nature du degré de fidélité des différents corps constitués. Alors qu'il s'agisse des organes de sécurité, tels le FSB, la garde nationale, la police, de l'armée régulière, mais également de l'élite politique, qu'il s'agisse de l'élite politique régionale à travers les présidents en région, ou bien de l'élite politique au Kremlin. Parce qu'une fausse rébellion est de nature à amener la cinquième colonne à se dévoiler publiquement en soutenant ce qu'elle croit être une rébellion face à laquelle le pouvoir russe serait incapable de résister. Alors, ça n'a pas eu lieu pour les figures les plus publiques, mais peut-être qu'il y a eu effectivement un complot, parce que si jamais Prigojine a réellement entamé une rébellion, il n'aurait pas pu le faire s'il n'avait pas la garantie d'un soutien au niveau de certaines personnes haut gradées à des positions clés, qui peut-être ne sont pas connues du grand public, mais qui existent quand même. Et s'il s'agit d'une fausse rébellion, eh bien peut-être que la cinquième colonne
n'est pas tombée dans le piège ou qu'elle a jugé que la situation n'était pas encore assez claire pour prendre ouvertement position. Troisième élément en faveur de cette lecture-là, c'est que l'armée de Prigojine est rentrée dans le territoire russe comme dans du beurre. C'est-à-dire qu'entre la frontière entre l'Ukraine et la Russie et la distance à laquelle il s'est arrêté, c'est-à-dire 200 km de Moscou, l'armée privée de Prigojine a dû traverser des centaines de kilomètres à découvert sur une autoroute sans qu'à aucun moment un chasseur bombardier russe n'ait tenté d'intercepter ou d'opérer un tapis de bombe sur cette colonne identifiable et facilement destructible. Alors oui, l'armée de Prigojine possédait des systèmes de défense antiaérienne de courte ou de moyenne portée, notamment les Pantsir, qui ont d'ailleurs permis d'abattre un certain nombre d'hélicoptères russes. Alors certains parlent de 2, d'autres de 4 Kamov 52, qui sont un bijou technologique et militaire, mais également Ilyushin 22, qui est un avion de commandement embarqué qui a été abattu avec 8 personnes à bord. Mais si la Russie voulait réellement lancer un tapis de bombes ou de missiles en l'occurrence sur cette colonne visible, identifiable et vulnérable, elle aurait pu le faire. Elle dispose de l'arsenal en termes de missiles suffisant pour le faire, avec des missiles de longue portée qui permettraient aux avions de chasse, de chasseurs bombardiers de se tenir à distance de sécurité tout en neutralisant l'ennemi. Et je ne parle même pas là des missiles Iskander et d'autres types de missiles sol-sol capables de neutraliser cette colonne. Ainsi, l'idée est de dire que l'ordre a été donné à l'armée russe de ne pas attaquer cette colonne-là parce qu'elle fait partie d'une stratégie plus globale qui n'est pas dévoilée au grand public et peut-être même pas à l'armée russe. Alors, c'est une hypothèse parmi tant d'autres. Mais maintenant, regardons quels sont les éléments qui permettent d'infirmer cette thèse-là et de soutenir une thèse beaucoup moins complexe. Là, je fais référence au principe de parcimonie, au rasoir d'Occam, selon lequel, si on a deux thèses qui permettent d'expliquer le même phénomène, on retient tout naturellement la thèse la moins complexe, à condition que son degré ou sa capacité à expliquer le phénomène en question soit au moins égale à la version complexe, celle de la masse Kirovka en l'occurrence. Alors commençons par la fin. Pourquoi la colonne de Wagner n'a pas été attaquée? Effectivement, on parle de 400 ou de 500 véhicules qui longent une autoroute facilement attaquable, puisque Wagner possède certes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un système de DCA de courte et de moyenne portée mobile, mais ne possède pas de couverture aérienne, pas de chasseurs intercepteurs, pas de missiles antiaériens de longue portée, et donc c'est une proie vulnérable face à une armée régulière dotée de tout cet arsenal-là. Eh bien, il y a une explication beaucoup plus simple. C'est que tout simplement, le but de l'état-major russe, à travers la décision qui a été imposée d'intégrer tous ces groupes militaires au sein de l'armée régulière, n'est pas de les détruire et de liquider, mais de les récupérer avec leur expérience, avec leur courage et avec leur armement, afin de renforcer les rangs de l'armée russe. Et je ne vois pas de raison rationnelle de provoquer un bain de sang en amenant des milliers de Russes à tuer d'autres milliers de Russes avec une destruction de matériel et un capital d'expérience extrêmement important que possèdent les combattants de Wagner. Donc là, c'est une thèse qui me paraît largement suffisante pour expliquer que l'État russe voulait éviter, alors pas une guerre civile, parce que je rappelle que la population russe est restée fidèle à l'État russe et à Vladimir Poutine, qu'au niveau de la ville de Rostov-sur-le-Don, on a vu des gens sortir dans la rue, insulter et reprocher aux troupes de Wagner de mener une marche sur Moscou au moment même où ils devraient la mener sur Kiev, ou sur d'autres villes ukrainiennes. Et donc la société russe n'a à aucun moment été divisée par rapport à cette question-là. Et sa fidélité était acquise au profit de l'État russe. Mais par contre, ça aurait créé une forme de conflit fratricide interne entre Russes qui est de nature à affaiblir les deux protagonistes, autant l'armée régulière que les troupes de Wagner. Maintenant, le deuxième élément qui permet d'infirmer la thèse d'une Maskirovka, c'est les hélicoptères russes abattus par les troupes de Prigojine. Effectivement, alors le matériel en lui-même est problématique quand on le perd, mais c'est surtout les pilotes qui me paraissent être irremplaçables dans le contexte d'une guerre de haute intensité, puisqu'un pilote réclame des années d'entraînement, car on voit mal comment l'armée russe aurait accepté de perdre des hélicoptères de pointe, des pilotes aguerris, un avion de commandement embarqué, uniquement pour octroyer à cette opération masquée une certaine crédibilité aux yeux des Occidentaux et des Ukrainiens. Alors certes, vous me direz que l'État est un monstre froid, le plus froid de tous les monstres froids, comme disait Nietzsche, mais jusqu'à présent, ça demeure de la spéculation.
Par contre, ce qui est concret, c'est les cadavres de 15 soldats russes, dont plusieurs pilotes de Kamov 52, une denrée beaucoup plus rare que le Kamov 52 en lui-même, mais également du Ilyushin 22. Alors, autre élément problématique dans cette thèse-là, c'est que pour opérer une opération d'une telle envergure avec un degré d'efficacité maximal, il faut qu'il y ait une taille critique de personnes initiées de telle nature à ce que les avantages de cette opération soient supérieurs aux points négatifs ou aux vulnérabilités qu'elle va engendrer. Alors là, je fais référence au front en Ukraine. C'est qu'imaginez un soldat dans les tranchées, au niveau des lignes de défense, qui apprend par télégramme ou par d'autres relais qu'il y a une armée qui se dirige vers Moscou. Alors lui, il n'est pas mis au courant de cette Maskhedovka, et donc il part de l'idée que, au nom de qui je combats? Si demain Poutine est renversé, si c'est Prigojine qui prend le pouvoir, si c'est le chaos qui est généralisé à Moscou, à quoi bon continuer à combattre? Donc pour éviter un risque de désertion massive ou bien de recul ou de vent de panique au sein du front, au moins un certain nombre d'officiers doivent être mis au courant afin d'être capables de rassurer rationnellement les troupes au niveau de la ligne défensive. Or le fait est, c'est que plus on a de personnes initiées à une opération secrète, plus le risque de fuite devient important, sachant que les services de renseignement ukrainiens et occidentaux ont naturellement des agents et des espions un peu partout, éventuellement même au sein de l'armée russe. Autre élément problématique dans cette thèse-là, le discours de Poutine, qui fut bref et direct, et où il a qualifié les rebelles de traîtres et la rébellion de coups de poignard. Alors, s'il s'agissait réellement du Maskhedovka, l'intérêt du Kremlin aurait été de simuler une panique dans l'entourage de Poutine, éventuellement même une fuite de Poutine qui aurait prétendument quitté le Kremlin, ce qui aurait donné plus de crédibilité. Or, l'objectif du discours de Poutine était double. D'un côté, il s'agissait de rassurer l'armée russe régulière et les différentes forces de l'ordre quant à la stabilité du pouvoir russe et à la fermeté qu'il allait adopter face à la rébellion, qualifiée, je le rappelle, de coup de poignard. Mais l'objectif également était de court-circuiter la chaîne de commandement au sein de Wagner. Parce que, à la fin de la rébellion, un combattant de Wagner aurait pu dire « je ne faisais qu'obéir aux ordres ». Or, avec l'intervention du chef de l'État et du chef suprême des armées, Vladimir Poutine, la hiérarchie des ordres désormais est claire et sans ambiguïté, puisque l'ordre de Vladimir Poutine l'emporte tout naturellement sur l'ordre de Prigojine, et que désormais, tout combattant de Wagner qui accompagnerait désormais la rébellion contre l'État russe serait désormais de facto un traître et ne pourrait plus avoir l'alibi du « je n'ai fait qu'obéir aux ordres ». Donc, on a tous les ingrédients pour adopter une autre thèse, celle d'une vraie rébellion. Enfin, il est évident, et là encore c'est problématique du point de vue de la crédibilité, même aux yeux des Occidentaux, il est évident qu'on ne peut pas prétendre, ne serait-ce même que prétendre, capturer une mégapole comme Moscou de plus de 14 millions d'habitants, avec 25 000 combattants, sans artillerie lourde, sans couverture aérienne, sans bombardiers, et sans la capacité d'encerclement nécessaire avec un rapport de 3 à 1, comme tous les militaires le savent. Alors le but de Prigojine était d'établir de nouveaux rapports de force de nature à lui permettre de négocier une porte de sortie tout en permettant à Vladimir Poutine de ne pas perdre la face. Et c'est là où intervient Loukachenko. Car pour trouver le bon médiateur dans cette perspective-là, il faut quelqu'un qui soit suffisamment fidèle à Poutine pour qu'il serve de médiateur, mais également suffisamment proche de Prigojine afin d'avoir la crédibilité nécessaire pour le convaincre. Et Alexandre Loukachenko est la personne idoine pour cette tâche-là. Par conséquent, Prigojine est exfiltré en Biélorussie sans être accompagné de son armée, ce qui discrédite la thèse de la Maskhedovka, puisqu'il a été tout au plus accompagné d'une centaine de combattants fidèles et proches, une forme de garde rapprochée de nature à le sécuriser sur le territoire biélorusse, mais l'essentiel des troupes est revenu en Ukraine et va être dispatché, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Alors si cette aventure a permis de renforcer la crédibilité de l'État russe, notamment en se rassurant par rapport à la fidélité de l'armée, des différents organes de sécurité, mais également de la population russe, elle a également révélé un certain nombre de failles qu'il ne faut surtout pas ignorer. En effet, cette rébellion a permis de révéler un certain nombre de vulnérabilités au niveau de la profondeur stratégique russe. Des vulnérabilités qu'on ne découvre pas maintenant, puisqu'on a déjà vu les conséquences de cette dernière au niveau de la frontière
qui sépare la Russie de l'Ukraine et qui a permis à des mercenaires russes affiliés à Kiev de pénétrer dans la région de Belgorod, mais également au niveau de la garde nationale russe, qui certes est importante en nombre, mais qui s'est révélée pas suffisamment dotée en équipement militaire lourd, notamment en artillerie, en chars, c'est-à-dire tout ce qui permettrait d'annihiler une menace qui serait capable de se projeter à l'intérieur du territoire russe. Et donc beaucoup parlent aujourd'hui de la nécessité de réformer la garde nationale afin de la mettre à niveau militairement et d'en faire une force capable de neutraliser un ennemi mécanisé et disposant d'une couverture aérienne. De même, les récents événements vont amener le pouvoir législatif russe à accélérer le rythme quant à l'adoption d'une loi qui viserait à encadrer les compagnies militaires privées, parce que jusqu'à présent, tous ces groupuscules et toutes ces compagnies évoluent dans un schéma de non-droit. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, alors j'essaie d'être court, d'être spontané, le but n'est pas de vous assommer avec des détails techniques ou statistiques, mais de tracer les grandes lignes et de voir quels sont les éléments qui permettent de corroborer et d'infirmer. Donc je maintiens la thèse la plus crédible est celle d'une vraie rébellion contre l'état-major qui ne visait pas à prendre Moscou, ni à entrer dans le Kremlin, ni à arrêter Vladimir Poutine et le remplacer, mais qui visait tout simplement à établir de nouveaux rapports de force afin de permettre à Prigojine de sauver la face, de s'exfiltrer, parce que la perte de Wagner au niveau du territoire ukrainien était de toute manière inéluctable, ce qui n'empêchera pas Prigojine de se projeter ailleurs, en Afrique, en Libye et dans d'autres territoires, et en Syrie éventuellement, dans d'autres territoires où Wagner est présent. Pour certains, l'amnistie qui a été garantie par Vladimir Poutine à Prigojine ne tiendra pas sur la longue durée, et que quelque part Prigojine est un homme mort, mais il ne le sait pas encore. On verra, effectivement, une rébellion comme cela ne se pardonne pas, car effectivement cet aventurisme aurait pu tourner à la catastrophe pour la Russie si ce n'est la retenue et la sagesse dont a fait preuve l'État russe en évitant un bain de sang, mais également l'aide inestimable offerte par Loukachenko, qui a servi de médiateur crédible de part et d'autre et qui a permis d'éviter la catastrophe. Donc je vous remercie et je vous promets de revenir vers vous avec de nouveaux détails dès qu'on aura le recul suffisant et plus d'informations par rapport à ce qui s'est passé le week-end dernier.